Daylight est une nouvelle de Ian Fleming parue en 1966. Son histoire est celle d'une mission où James Bond est chargé de couvrir la fuite d'un transfuge soviétique lors de son passage à l'Ouest. Localisant un sniper qui menace d'abattre l'homme, 007 renonce à l'abattre lorsqu'il s'aperçoit que celui-ci est une ravissante jeune femme, se contentant de la blesser et de lui faire la peur de sa vie. Les scénaristes Michael Wilson et Richard Maybaum vont intelligemment se servir de cette courte histoire pour élaborer le scénario de Tuer n'est pas joué, 15e aventure cinématographique de James Bond. Si ces derniers ne savent pas encore qui succédera à Roger Moore dans le rôle, ils vont faire le choix de développer une intrigue en nette rupture avec les derniers films de la série. Le ton de celle-ci étant beaucoup plus âpre, mettant en scène un Bond plus sombre et violent, et ne laissant que peu de place à l'humour et au second degré. Un pur thriller d'espionnage au suspense haletant qui n'est pas sans rappeler Bon baiser de Russie. De très nombreux acteurs sont auditionnés pour ce qui est alors le rôle le plus convoité au monde. Parmi eux Sam Neill, la future star de Jurassic Park, et même les Français Lambert Wilson et Christophe Lambert. Le choix final va finalement se jouer entre deux acteurs, Pierce Brosnan et Timothy Dalton. Coup de chance pour Brosnan, Dalton n'est pas disponible, occupé au tournage du film Brenda Starr. Brosnan est donc choisi comme quatrième interprète de James Bond. Il signe son contrat, ravi, et s'apprête à tourner les premières scènes devant la caméra de John Glenn. Seulement voilà, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Brosnan est à l'époque sous contrat avec la chaîne américaine NBC, pour la série Les Enquêtes de Remington Steele. Et cette dernière, profitant de l'engouement autour de l'acteur en raison de sa nomination à 007, va renouveler la série pour une nouvelle saison qui, ironie du sort, ne sera finalement jamais tournée. Les négociations entre NBC et les producteurs de Bond n'aboutissent pas, et Brosnan doit renoncer, la mort dans l'âme, au rôle de sa vie. À l'époque, il est persuadé que l'occasion ne se représentera pas. La pré-production du film ayant pris du retard en raison de toutes ces tractations, Dalton se retrouve finalement disponible. L'acteur qui avait été envisagé pour le rôle dès 1969 accepte avec enthousiasme, et se replonge dans les écrits de Fleming pour préparer son rôle. Cela se ressent, et son interprétation intense de l'agent secret est peut-être celle qui se rapproche le plus du modèle littéraire. Parmi les scènes les plus marquantes du film, on retiendra le pré-générique, selon moi le meilleur de la saga. On y voit un exercice d'entraînement d'agent du MI6 auquel participe Bond, perturbé par un mystérieux tueur. Autre morceau de bravoure, une course-poursuite où Bond tente d'échapper à ses poursuivants au volant d'une Aston Martin V8 truffée de gadgets incroyables qui n'ont rien à envier à ceux de la mythique DB5 des années 60. La longue bataille finale où nous voit Bond et des guerriers afghans prendre d'assaut une base militaire soviétique est grandiose. Il s'agit de la dernière participation de John Barry à la composition musicale. Il part ici en beauté, avec une des partitions les plus marquantes de la saga. Contrairement à une idée reçue, le public accueillit positivement ce nouveau James Bond, le film dépassant les recettes du précédent avec 191 millions de dollars de recettes mondiales. Ces résultats vont encourager producteurs et scénaristes à aller encore plus loin dans l'exploration du côté sombre de James Bond et de sa psyché dans l'épisode suivant. En effet, Permis de tuer va donc repousser les limites, comme jamais auparavant dans la saga. Richard Maybaum et Michael Wilson vont se reposer sur l'une des scènes clés du roman Vivre et laisser mourir, dans laquelle on voit Felix Leiter, l'allié de la CIA de 007 dans de nombreuses aventures, se faire jeter dans un bassin de requins par les méchants, et s'y faire à moitié dévorer. De là, et en utilisant quelques éléments d'une autre nouvelle, The Hildebrandt Rarity, ils vont imaginer une intrigue où Bond devient fugitif, et se livre seul à une vengeance personnelle. Si quelques bribes d'humour subsistaient encore ça et là dans Tuer n'est pas joué, celui-ci est ici totalement absent. Permis de tuer est sans conteste le film le plus violent de la saga. Le scénario est taillé sur mesure pour l'interprétation tout en rudesse de Timothy Dalton. La mise en scène de John Glenn, qui signe ici son dernier épisode, est moins grandiose que pour l'épisode précédent, mais le film nous offre malgré cela des séquences d'action d'une rare intensité, que cela soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Parmi toutes ces scènes exceptionnelles, retenons la course-poursuite finale explosive en camion-citerne. Une séquence chorégraphiée par le français Rémi Julienne et supervisée par Barbara Broccoli, la fille d'Albert, qui allait bientôt prendre la relève de son père. Autre gros point fort du film, une galerie de méchants mémorables, parmi lesquels Sanchez, interprété par Robert Davi, un adversaire de Bond plus réaliste qu'à l'accoutumée, et pour cause. Les scénaristes s'inspireront de Pablo Escobar pour créer ce personnage.
Benicio del Toro signe ici le début d'une prestigieuse carrière dans le rôle de Dario, l'homme de main de Sanchez. À sa sortie, le film qui souffrira d'une solide concurrence, avec les sorties simultanées de Batman, L'Arme Fatale 2 et le dernier volet d'Indiana Jones avec Sean Connery, sera un échec commercial, avec 157 millions de dollars de recettes mondiales. Une baisse importante par rapport au précédent opus. Toutefois, Broccoli et Wilson sont bien décidés à imposer Timothy Dalton dans le rôle, et commencent à plancher sur ce qui sera son troisième film, et dont la sortie est annoncée pour 1991. Mais la production du film va être retardée pour des raisons juridiques. À l'époque, Danjaq, la société détentrice des droits de James Bond et propriété de la famille Broccoli, entre en conflit avec la United Artists et son controversé président de l'époque, accusant celui-ci de brader les droits d'exploitation télévisuelle de la franchise. Cette longue bataille judiciaire éloignera James Bond des écrans pendant 6 ans. Un accord est finalement trouvé entre les deux parties. En 1992, le projet est relancé. Mais le monde a alors changé. La chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide amènent de nombreuses personnes à se demander si un personnage comme James Bond a encore sa place sur les écrans. Ne faudrait-il mieux pas en faire un icône du passé ? Broccoli n'est pas de cet avis. Souffrant de problèmes de santé, il confie les rênes de la production à son beau-fils Michael Wilson et à sa fille Barbara. Ces derniers vont alors devoir réaliser un défi énorme. Réinventer James Bond pour le faire entrer dans le XXIe siècle. Et ainsi séduire et faire rêver de nouvelles générations de spectateurs.